serial entrepreneur parmi nous, ok, et pourtant, a priori, rien ne le prédestinait à ça, puisque tu as fait une fac de droit, et tu as commencé ta carrière comme avocat, et puis à un moment donné, ben, je sais pas, tu as dû avoir un déclic, je sais pas lequel, tu vas nous le dire, parce que tu as changé de cap, et puis aujourd'hui, tu as créé plusieurs aventures entrepreneuriales, en particulier Biodiversity, dont nous allons parler. Raconte-nous un peu qui tu es et comment tu en es arrivé là. Okay, ben, d'abord, merci de m'avoir invité. C'est chouette de venir de 14 degrés sous la pluie et d'être 30 degrés au soleil, c'est quand même mieux ici. Voilà, donc moi j'ai commencé, comme tu le disais, en tant que juriste, donc j'ai fait le droit, et puis j'ai travaillé 7 ans dans un cabinet d'affaires, un gros cabinet, dans des structures bien pyramidales, où on travaille beaucoup, et c'est une super formation. Et puis, je me suis dit, c'est pas tout à fait mon truc, et donc j'ai fait l'erreur 2 fois. Je suis allé dans un groupe immobilier, donc, avec le même type de structure, qui était axé sur l'aspect crocodile-requin. Donc c'était vraiment la culture du requin et de l'argent. Et après 3 ans là, je me suis dit, moi je m'y retrouve pas. Donc j'ai jamais vu autant de gens gagner très bien leur vie, mais tous déprimés. Moi j'étais pas bien, et donc je voulais trouver du sens dans ce que je faisais. Et donc je suis parti voyager plus de 10 mois seul, et puis j'ai refait encore 6 mois par la suite. Ça a été quelque part un peu ma thérapie, ma manière de voir où je voulais aller et trouver du sens voilà, dans la vie et dans ma profession. Et quand je suis rentré, j'ai lancé une activité d'abord avec d'autres personnes de coaching sur l'amélioration de la performance des PME, donc aussi bien financière mais surtout au niveau du bien-être. Donc on travaille justement sur l'intelligence collective, la gouvernance collaborative, toutes ces choses-là. Donc j'ai fait ça plusieurs années. J'ai créé une autre activité de coaching au niveau du développement international. Et puis j'ai eu la chance, dans le cadre d'une formation, une sorte d'MBA dans une école, enfin une université en Belgique, où c'était très fort, comme vous en avez parlé, l'éducation du vendre plus, faire du volume, tout ça. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Kim Nguyen, et qui est la personne clé, je dirais, de Biodiversity, parce que c'est un chercheur scientifique à l'université de Liège qui a réalisé un doctorat en fait sur la problématique de la disparition de l'abeille. Et il voulait faire de ce doctorat autre chose qu'un document qui va rester dans des tiroirs. Il voulait en faire un projet, et c'est dans ce cadre-là qu'on est allé vers ce qui est devenu Biodiversity. Avant de rentrer dans les détails du modèle Biodiversity, est-ce que tu peux juste présenter rapidement ce que c'est? C'est quoi Biodiversity et ça fait quoi? Alors c'est une entreprise, c'est ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat sociétal, donc qui a pour objectif de préserver la biodiversité, la diversité alimentaire, la pollinisation. Tout ça est fortement lié, et donc on réalise des projets autour de ces 3 axes, avec des modèles collaboratifs. Et donc on implique vraiment toutes les parties prenantes, que sont les apiculteurs, les agriculteurs, les citoyens, les institutions publiques, etc. Donc voilà, en 2 mots, c'est ça l'objectif. Il y a 1 an et demi, se monte en Belgique un dispositif d'accompagnement sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Tu en entends parler et vous décidez de vous engager. Pourquoi il y a 1 an et demi, tu as été séduit par ce dispositif, et quand tu t'y es inscrit, qu'allais-tu y chercher? Alors au début en fait de Biodiversity, on était parti sur le modèle qu'on avait appris dans cette université dont je vous ai parlé, donc un modèle de volume, et on s'est dit, on va avoir un impact sur l'abeille. À quoi sert l'abeille? On va faire du miel. Voilà, c'était un peu l'idée de départ. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des limites à ce modèle-là. On a entendu parler de l'économie de la fonctionnalité, de tout cet aspect valeur immatérielle, valeur servicielle, et de créer de la valeur autrement que par la vente de produits. Et c'est ce qu'on a été chercher. Voilà. Et je vous expliquerai après l'impact que ça a eu, parce que l'impact est énorme dans la réussite du projet par la suite. Bah, écoute, go. J'y vais tout de suite. Allez, bon, ben voilà. Ah ben voilà, mais le slide est déjà là. Donc on a commencé comme ça. Modèle qui avait ses limites, donc c'est pas du gel, c'est ce qu'on nous demande parfois, mais c'est du miel. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment
plusieurs limites. Premièrement, sur un business de volume comme celui-là, on fait des marges limitées. Donc, au départ, le modèle, c'est vente de miel. Au départ, c'est vente de miel et on réalloue une partie du chiffre d'affaires à des projets en faveur des apiculteurs, en faveur des abeilles. Et en fait, et surtout, c'est ça qui nous gênait, c'est que l'impact était limité, voire négatif. Quand vous produisez beaucoup de miel, vous allez tirer sur les saisons, c'est pas bon pour les abeilles, et donc, en fait, on allait à l'encontre de la raison d'être du projet. Donc, on s'est posé la question de savoir quelle était la fonction première de l'abeille, c'est pas de faire du miel. Et donc, on s'est vraiment posé la question de savoir comment on peut créer de la valeur autour de la fonction première de l'abeille. Et donc, au lieu d'avoir un business modèle basé sur du miel où on fait en gros 400 € par ruche, aujourd'hui, le modèle nous permet d'avoir un impact beaucoup plus important, puisqu'on touche, on fait des projets sur 35 000 hectares aujourd'hui, et financièrement, on est à 4 000 € par ruche. Donc l'impact de cet accompagnement a été important. Donc, je vais peut-être expliquer, on peut aller au prochain slide. Donc la problématique, le projet a commencé en fait avec la disparition de l'abeille, qui a un impact énorme. Vous le connaissez peut-être, donc j'en parle très rapidement. Mais en gros, 30% de ce qu'on mange est lié à la pollinisation. Ça représente un montant de 153 milliards d'euros. Donc l'impact de la pollinisation est énorme. Or, il manque, par rapport à l'agriculture en Europe aujourd'hui, il manque des millions de colonies, mais aussi et surtout d'autres pollinisateurs sauvages. C'est la même chose au niveau de la biodiversité. Donc, voilà, on en parle beaucoup, mais en gros, il y a déjà 7% des espèces qui ont disparu, et on s'attend à ce qu'il y ait 50% des espèces qui disparaissent dans les années à venir. Donc, l'impact est énorme pour nous, parce que la biodiversité, eh bien, elle permet elle a un impact sur notre bien-être, sur notre santé, sur la qualité des sols, sur les inondations, sur le tourisme, sur la culture. Donc l'impact est vraiment divers. C'est pas juste le fait d'avoir des plantes et d'avoir quelque chose de beau autour de nous. Donc voilà, c'est comme ça que le projet a commencé. Le premier modèle consistait à toucher les entreprises au niveau de leur développement durable. Et donc, on allait placer des colonies dans des entreprises. Donc on faisait en quelque sorte de la location de colonies. Et on proposait un ensemble de services autour pour sensibiliser les employés ou d'autres parties prenantes à la problématique de l'environnement, pour éduquer, pour avoir un impact sur l'environnement. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez une colonie d'abeilles, vous avez 50 000 abeilles dans ce qu'on appelle la ruche, et en moyenne, elles vont polliniser, elles vont butiner à 1,5 km pour se nourrir. Donc 1,5 km, ça fait 700 hectares de surface couverte, sur lesquelles elles vont en moyenne polliniser 4 milliards de plantes par an. Donc l'impact est énorme. Si vous prenez un pot de miel de 500 grammes, pour faire ce pot de miel, elles doivent parcourir la distance d'une fois le tour de la Terre. Et donc sous cette distance, elles vont tous les X mètres s'arrêter pour polliniser. Donc l'impact de colonies d'abeilles et d'autres pollinisateurs est énorme sur la pollinisation et sur la préservation de l'environnement. Donc ça, c'était le premier modèle. Qui permettait déjà de mettre en avant l'abeille, mais on s'est dit il faut aller plus loin. Est-ce que je peux t'interrompre une seconde? Parce que ça me permet de faire des Liens par rapport à l'économie de la fonctionnalité. Si vous ouvrez un journal, si vous écoutez un journaliste aujourd'hui, très souvent il va vous dire l'économie de la fonctionnalité c'est quoi? Vous partez d'un produit, vous oubliez de le vendre, vous le mettez à disposition de son bénéficiaire moyennant une facturation à l'usage. Dit autrement et de manière plus simple, vous le louez. Donc on passe d'un modèle de vente à un modèle locatif centré sur l'usage, et par cette mise à disposition locative, on arrive à générer toute une série de plus-values environnementales, parfois sociales. On va voir, donc là ça a été la première étape, on a commencé à chercher à louer, à mettre à disposition des ruches dans le cadre de politique RSE d'entreprise. On va voir en fait que si on limite l'économie de la fonctionnalité à ça, d'abord on va pas très loin, parce que finalement, entre vendre ou louer, la différence, elle est quand même millimétrique. Que deux, ça ne résout pas tous les problèmes du modèle initial qu'on a imaginé, et que, en fait, dès qu'on commence à penser effet serviciel de l'abeille, c'est quoi la fonction, c'est quoi les services rendus, on peut pousser le curseur beaucoup plus loin et aller vers des logiques de solutions un peu plus intégrées. Mais là, je repasse le micro à Michael. Voilà, c'est une magnifique introduction pour l'étape suivante. Et l'étape suivante a commencé par là.
Donc, on était limité en termes d'impact. Et on a été contacté par une ville connue en Belgique, qui est la ville de Knokke-Heist, qui est une ville en bord de mer. Et le bourgmestre, le maire, nous a dit, faisons un projet autour de l'abeille. Et donc on a fait un audit de la ville pour voir la biodiversité qui n'était pas idéale. Donc on l'a conseillé sur ce qu'il fallait faire pour améliorer les choses. Et puis on a développé des parcours touristiques. Donc ça c'était en phase avec le premier modèle qu'on avait. Mais on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin, que l'abeille, non seulement elle pollinise, mais ce qu'elle a de super, c'est qu'elle ramène dans la ruche des éléments de l'environnement. Donc elle ramène du pollen et du nectar. Si vous voulez aujourd'hui contrôler l'environnement, et c'était l'objectif de ce projet, en fait, il veut en faire une ville sans pesticides. Mais c'est impossible de contrôler un tel environnement manuel. Il faut aller prélever manuellement, ça coûte beaucoup trop. Et si vous mettez des capteurs, ils vont contrôler juste l'impact local, mais ils ne couvrent pas la surface. Ici, on a placé des colonies d'abeilles. Tiens, on va trop vite, mais c'est pas grave. Donc, ouais, c'est bien, tu peux aller à celui-là. En fait, ça explique le principe. Donc, on place des colonies d'abeilles qui vont couvrir cette surface de 700 hectares, qui vont ramener ce nectar et pollen, et on fait des analyses sur ce nectar et pollen. Et ça nous permet de voir tout ce qu'il y a comme pesticides, tout ce qu'il y a comme métaux lourds, le type de biodiversité, les lacunes en termes de biodiversité, et de dresser vraiment un tableau de bord de l'environnement qu'ensuite on lie à l'impact sur la santé humaine. Si vous avez certains types de pollen, ça peut avoir des impacts sur les allergies, ça peut avoir des impacts sur des maladies, etc. Donc on fait un réel tableau de bord. Ce qu'on a fait, tu peux passer à l'autre slide, ce qu'on a fait notamment dans la ville de Knokke, et donc on avait placé ces colonies d'abeilles. Là c'est un autre projet, je vais commencer par celui-là. C'est SPA, peut-être que vous ne connaissez pas en France, vous connaissez peut-être Carola ou Wattwiller. C'est un groupe belge qui produit de l'eau. Et donc il y avait là 13 000 hectares de zones protégées, complètement protégées. Mais ils n'arrivaient jamais à contrôler l'environnement de cette zone. Donc ils ne savaient pas trop, ils disaient que c'était protégé, mais ils ne savaient pas trop ce qui s'y retrouvait. Et donc on a placé des colonies d'abeilles à différents endroits. Et ça fait 2 ans maintenant qu'on contrôle toutes les zones où ils ont des sources, en Belgique, en France, au Pays de Galles. Et donc là, on va commencer des projets avec d'autres producteurs français pour vraiment contrôler toutes ces zones étendues où il y a des sources d'eau. On peut passer au prochain slide. Voilà, ça c'est le projet dans la ville, où on a placé ces colonies qui couvrent en fait toute la ville, qui nous ont permis d'identifier le type de pesticides qui s'y retrouvaient. À partir du moment où on a la molécule du pesticide, on sait dans quel produit il se retrouve, on sait qui utilise ce produit. Et donc, on a lancé des projets collaboratifs, parce qu'on se rend compte que seul, nous, on n'y arrive pas. Et donc, on travaille aujourd'hui avec les agriculteurs, et vous voyez, donc il y avait 6 boules jaunes qui étaient le long de la côte. Maintenant, le cercle bleu, en fait, est la surface couverte par le projet, qui comprend toujours ces analyses, qui comprend aussi des workshops avec les agriculteurs pour réduire l'utilisation des pesticides. Toutes les petites boules jaunes, c'est des particuliers qui sont investis dans le projet, en plantant correctement. Et donc il y a tout un monde collaboratif qui s'est créé, qui nous dépasse aujourd'hui, parce que d'autres ont commencé des projets autour de ce projet-là. Et tout ça grandit. Et on améliore l'environnement de cette ville. Et alors aujourd'hui, donc ça c'était le 3.0, donc où on a vraiment créé du serviciel autour de l'abeille. Et aujourd'hui on a une frustration, c'est qu'on arrive à faire de l'audit de ville, l'audit de site, donc on travaille avec des Suez Environnement, avec des Nike et autres, pour vraiment contrôler des projets immobiliers, avec un impact sur l'urbanisme, des sites industriels. Là, on lance un projet où on contrôle toute la ville de Bruxelles. Donc, avec toutes les colonies qu'on a, en fait, on couvre toute la surface et donc on lance un gros projet avec des partenaires où on contrôle toute la ville. Mais notre frustration, c'est que c'est bien d'avoir ces informations, mais après, il faut aider les gens à agir. Et donc là, on retourne sur un produit. Donc, je peux passer au slide d'après. Où on a créé la BioBox, ce qu'on a appelé la BioBox. Parce que en fait, les abeilles permettent de contrôler l'environnement sous 700 hectares, mais on n'a pas les infos très locales. Et donc, on voulait avoir aussi un capteur qui permet d'avoir des infos très locales pour distribuer cette biobox aux citoyens.
qu'ils la pluguent dans leur jardin ou leur potager, et cette biobox va leur permettre de savoir ce qui se trouve dans leur jardin, donc la luminosité, la qualité de la terre, toutes ces choses qui leur permettent de mieux gérer leur jardin ou leur plantation dans un potager, et qui va aussi faire le lien avec l'environnement de manière générale qu'on aura contrôlé avec les abeilles. Et donc vous allez avoir une application, voilà, qui va vous dire, par rapport à votre jardin, voici ce qui est bon de planter, par rapport à la qualité nutritive du sol ou par rapport au soleil, etc. Mais ça va aussi vous dire, par rapport à ce qu'on a retrouvé dans l'environnement de manière globale, que ce soit des pesticides, des métaux lourds ou des lacunes en termes de biodiversité, voilà la plante parfaite pour ton jardin, ton potager et aussi pour l'environnement de manière globale. Donc ça va permettre aux gens d'agir et de créer du serviciel eux-mêmes, de lancer des projets eux-mêmes. Nous, on aura des données qui seront très importantes pour les institutions publiques, par exemple, qui n'ont pas toutes ces données aujourd'hui. Et donc, on ne sait pas trop vers où on va, mais on sait qu'on va appliquer un peu la même méthode et qu'on va essayer de collaborer avec les citoyens pour qu'eux agissent, parce que si on attend que le public fasse tout le travail, ça prend trop de temps pour faire changer les choses. Voilà, ça c'est le modèle. Super, merci Mickaël. Alors, quelques liens à nouveau avec les enjeux de l'économie de la fonctionnalité. Donc vous avez vu que, tu as dit, alors, là, le modèle 3.0, donc ça veut dire quoi? Si je récapitule, modèle 1.0, on vend du miel. Okay, modèle volumique, modèle archi-classique, c'est le modèle économique dominant par essence, qui pose beaucoup de difficultés. D'abord une impasse en termes de consommation de ressources matérielles, puisque si vous devez toujours vendre plus de volume, vous devez toujours consommer plus de matières premières, plus d'énergie pour produire ce volume, et donc on est dans une course en avant en termes de consommation de ressources. Et puis, quand on a des marchés qui sont en croissance, tout va bien, mais si par malheur les marchés commencent à saturer, forcément cette course au volume dont on a besoin, elle commence à patiner, et donc on commence à avoir des problématiques sur le plan économique. Donc, modèle 1.0, on vend du miel. Modèle 2.0, on passe sur un modèle locatif. Alors le modèle locatif, il est intéressant parce que une des problématiques quand on vend des produits, je vous vends un lave-linge, le lave-linge, hop, il est parti dans la nature. C'est-à-dire que le lave-linge, il va vivre sa vie, okay, et puis une fois qu'il y aura une pièce défectueuse, comme ça vous coûtera plus cher de remplacer juste la pièce, plutôt que d'acheter un nouveau lave-linge, vous allez mettre le lave-linge à la casse, et il va aller finir en décharge. Par contre, si le fabricant loue le lave-linge, il sait qu'un jour ou l'autre, il le récupérera, et donc il sait qu'il a intérêt peut-être à récupérer autant de composants que faire se peut pour les réintroduire dans la nouvelle génération de lave-linge. Et puis, quand vous vendez un produit, a fortiori, si votre marché il est très saturé, vous n'avez pas un intérêt économique à ce que votre produit dure trop longtemps. Parce que si votre produit dure trop longtemps, vous vous privez du marché de remplacement. Donc vous allez toujours jouer sur des produits qui vont durer pour être compétitifs par rapport aux concurrents, mais pas trop, parce qu'il faut pouvoir revendre derrière. Quand vous louez, par contre, vous libérez cette contrainte, puisque tant que le produit, il rend le service qu'il est censé rendre, il génère du cash. Mais bon, on voit bien que ce n'est pas un modèle alpha et oméga, et puis surtout, si vous êtes une entreprise de service, si vous êtes une entreprise agricole, si vous êtes une entreprise à haut niveau d'immatérialité, je ne sais pas ce que vous pouvez louer. Je veux dire, si on est un agriculteur, on ne va pas louer ses tomates. Ça n'a pas de sens. Okay. Donc l'idée, c'est d'aller encore un peu plus loin et dire, mais tiens, ce que je fais, finalement, ça rend quoi comme service? C'est quoi la raison d'être de mon activité? C'est quoi les effets serviciels de mes abeilles? Okay. Quels sont les services qu'elles sont capables de nous rendre? Quelles sont les ressources immatérielles auxquelles elles nous permettent d'accéder? Et puis à un moment donné, on se rend compte que l'abeille, elle ramène dans la ruche toute une série d'informations, et que si on développe des capacités d'analyser, de donner sens à ces informations, on commence à voir que l'abeille, en fait, a une capacité de rendre service comme biomarqueur de la qualité environnementale d'un territoire. Et hop, on commence à se dire, mais tiens, finalement, mon développement peut s'interfacer à une dynamique territoriale. Et donc, au départ, je vends du miel. Okay, oui, j'ai un impact dans mon territoire, mais très indirect. Okay. Ensuite, je loue des ruches. Donc là, effectivement, je vais pouvoir commencer à positionner des ruches à des endroits qui ont des besoins de pollinisation particuliers,
Donc je commence à avoir une contribution à la dynamique territoriale. Puis on se dit, mais attends, à un moment donné, l'abeille peut devenir un biomarqueur d'une qualité environnementale d'un territoire et nous faire remonter de l'information à forte valeur ajoutée pour un territoire. Et là, on commence à se dire, mais finalement, ces abeilles, elles ont un rôle de développement territorial, en termes de durabilité, en termes de développement économique, etc., en termes de changement des comportements des acteurs dans le territoire, etc. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, l'effet serviciel de l'abeille, c'est de remonter de l'information. L'effet serviciel de l'information, c'est de donner une indication sur la qualité environnementale de la zone. Et dans une ville, par exemple, qui développe une politique zéro pesticide, ce qui va arriver en France. En France, la législation est passée. Donc toutes les collectivités territoriales vont devoir s'engager aujourd'hui en France dans du zéro pesticide au niveau de la gestion des espaces verts de collectivités. Eh ben, effectivement, comme tu l'as dit, contrôler, ça coûte un avion en réaction. L'abeille est capable de faire le boulot. Et puis ensuite, derrière cette information, c'est quoi les effets serviciels? Ben, c'est de potentiellement engager des ateliers coopératifs avec des agriculteurs pour le faire évoluer dans les pratiques. C'est éventuellement amener plus de finesse. Ah, mais tiens, cette information, elle est intéressante, mais elle est un peu trop diluée. Donc on a besoin d'avoir une information plus localisée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de business development, on se dit, ben, si je pouvais aller chercher une information plus locale par rapport à une information sur une zone vaste, hop, biobox. C'est comme ça, biobox? Biobox. Alors la biobox, on ramène du matériel, mais la valeur de la biobox, c'est pas le matériel. On se fout de l'application. On se fout de la boîte. Ce qui est intéressant dans cette boîte, c'est l'information qu'elle nous donne. Et c'est surtout l'effet serviciel que l'information va nous donner, c'est-à-dire la capacité à dire ben, je dois arroser ma plante parce que le sol est trop sec, elle va crever, ou je dois planter tel ou tel type parce que d'abord ça va bien réagir par rapport à mon sol et ça va contribuer à une biodiversité plus globale dans mon territoire qui va venir enrichir cette biodiversité, cette diversité biologique dont le territoire a besoin pour pouvoir développer de la résilience tout simplement. Donc voilà, on voit vraiment bien comment, à un moment donné, partant d'un modèle volumique, on peut tâtonner au départ par des modèles locatifs, qui sont souvent dans le FC des modèles transitoires. Comment ce modèle locatif il nous met en question d'abord sur les limites intrinsèques qu'il continue à véhiculer, et puis sur un questionnement sous-jacent sur l'effet serviciel de ce qu'on fait, la fonction, et puis une fois qu'on ouvre le capot des ressources immatérielles, tu l'as dit, et c'est comme ça que tu as conclu ton intervention, tu as dit on ne sait pas où on va, mais ça va être une belle histoire. Et ça aussi, c'est le propre de l'immatériel, et ça rejoint tout à fait ce que tu disais, Jean-Bernard. Quand on ouvre le capot de l'immatériel, c'est plus possible de dire, vous achetez une machine, vous dépensez 100 dans une machine, vous allez avoir un retour sur investissement d'autant. Ça ne marche plus dans l'immatériel. Vous dépensez 100 dans un lieu comme ça génère quoi? On ne sait pas. Ça génère du sourire, ça génère du bien-être, ça génère des rencontres improbables, ça fertilise sans doute sur la créativité, ça fertilise sur plein de choses, mais on ne sait pas dire. Quand on commence à soulever toute cette information, en fait, vous allez apprendre en marchant, vous allez apprendre à décoder de manière de plus en plus fine les effets serviciels dont toute cette information est porteuse au fil du temps. Et donc votre business model, c'est devenu un business model auto-apprenant et auto-développant. Il va se développer par lui-même au gré de l'enrichissement, de la compréhension que vous aurez des services possibles à développer autour de ces domaines. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est complètement plus du tout dans un modèle volumique, on est dans un modèle de valeur tiré par l'immatériel. Et ça, c'est la beauté de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Est-ce que vous voulez ajouter par rapport à cette mise en lien? Est-ce que vous voulez vous-même faire une mise en lien? Ou bien on donne la parole à la salle? Je voulais rebondir sur ce que tu disais, c'est-à-dire que, en fin de compte, à un moment, lorsqu'on est dans l'immatériel, ce qui est le cas là, et c'est aussi nous, là où on est, c'est vrai qu'à un moment, c'est vrai qu'on n'est pas... on perd la conscience de ce qu'on fait, on ne sait pas vraiment où on va. C'est-à-dire qu'on va quelque part, on ne sait pas d'une façon précise où ça va nous conduire, mais on a, enfin pour ce qui me concerne, je parle pour moi, je sens qu'intuitivement, il faut poursuivre. C'est plus une question d'intuition que la certitude que là où on va, c'est la bonne solution. C'est très intuitif, dès lors qu'on donne une grande place à des choses immatérielles. C'est beaucoup basé sur l'intuition.
ce que je voulais dire. J'ai ressenti la même chose dans ce que tu disais, quoi. Peut-être juste un autre point aussi qui, je crois, est fondamental. Il y a cet aspect d'intuition, mais il y a la collaboration, en fait. La gouvernance collaborative, d'abord, on la met en place aussi, c'est pas toujours simple, mais c'est passionnant. Et la collaboration avec d'autres. Et ça, je trouve que ça crée une valeur ajoutée au même titre que la valeur immatérielle. Et c'est ce qui permet de faire le lien avec le C de l'EFC, c'est de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Parce qu'effectivement, cette composante coopérative est au cœur du modèle, à la fois en interne, au sein d'une organisation, et puis avec les parties prenantes externes, avec le territoire, avec les habitants, avec les agriculteurs, avec les parties prenantes externes. Et l'intuition, on va essayer de la cadrer un minimum, même si par définition l'intuition ça ne se cadre pas. Mais dans le cadre de l'EFC, on va essayer par contre de définir avec une précision chirurgicale la raison d'être de l'organisation. Quelle est la raison d'être profonde de l'organisation? Et celle-là va permettre de guider les intuitions et de se dire, ben là on est dans le bon parce qu'on agit au service de notre raison d'être, ou à un moment donné, là on commence peut-être à dériver parce qu'on s'éloigne terriblement de notre raison d'être et ça résonne peut-être plus aussi bien.